Au moins 516 personnes ont été tuées en Syrie depuis que des violences ont éclaté dimanche dernier à Soueïda, dans le sud du pays, entre la communauté bédouine et les Druzes. En parallèle, Israël bombarde certaines zones de la capitale, Damas. Alors comment expliquer un tel chaos? Comment Israël justifie ces bombardements? Et qu'est-ce qui fait débat? On va faire un point sur la situation. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une d'aujourd'hui. Alors avant de revenir sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours, rappelons rapidement qui sont les Druzes et les Bédouins. Les Druzes forment une minorité religieuse d'environ 1 million de personnes présentes principalement en Syrie, au Liban, en Israël et en Jordanie. Leur religion, elle est dérivée de l'islam chiite, en opposition à l'islam sunnite, mais ils ne se considèrent pas comme musulmans. Les Druzes représentent environ 3% de la population syrienne, et leur bastion, c'est la région montagneuse de Soueïda, dans le sud du pays, où ils avaient jusqu'ici réussi à maintenir une relative autonomie, notamment grâce à des groupes armés locaux créés pendant la guerre civile entre 2011 et 2024. Les Bédouins sont quant à eux des tribus sunnites, historiquement présentes dans le sud de la Syrie. Leurs relations avec les Druzes sont tendues depuis des décennies, mais alors quel est l'élément qui a conduit à de nouveaux affrontements entre les deux communautés ces derniers jours? Eh bien tout a commencé samedi dernier quand un marchand druze a été enlevé par un groupe armé bédouin. Dès le lendemain, des affrontements ont éclaté dans la province de Soueïda, à majorité druze donc. En 4 jours, ce sont au moins 516 personnes qui ont été tuées selon le dernier bilan diffusé jeudi matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Parmi les personnes tuées, 154 civils et 79 combattants druzes, mais aussi 243 soldats et membres de forces de sécurité syriennes. 15 soldats syriens et membres des forces de l'ordre ont aussi été tués dans des bombardements israéliens. On revient sur la présence israélienne dans un instant. En fait, face aux violences entre Druzes et Bédouins, les forces gouvernementales syriennes sont entrées ce mardi dans la ville de Soueïda, ont pris le contrôle de plusieurs localités tenues par des Druzes et ont annoncé un cessez-le-feu total. Mais les forces gouvernementales ne sont pas entrées pacifiquement dans la ville pour rétablir l'ordre. Selon des témoignages recueillis par l'AFP, des pillages, incendies et exécutions ont été commis par les forces syriennes et leurs alliés. D'après l'OSDH, 83 des civils druzes tués l'ont été par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur. À noter qu'historiquement, les relations entre les Druzes et le pouvoir central syrien ont toujours été complexes. Pendant la guerre civile, entre 2011 et 2024, ils ont tenté de rester à l'écart des combats et ont formé leurs propres groupes armés pour protéger leur région. Mais après la chute du président syrien Bachar al-Assad en décembre dernier, le nouveau régime islamiste avait exigé la dissolution de tous les groupes armés et leur intégration au sein des forces du ministère de la Défense. Les leaders druzes avaient accepté à condition de garder un contrôle local sur la sécurité. Mais l'État aurait tardé à appliquer l'accord selon le porte-parole d'un des groupes armés druzes. Bref, finalement le cessez-le-feu de mardi n'a donc pas tenu et d'ailleurs le chef religieux druze, Hikmat al-Ejri, qui avait d'abord appelé au calme, a accusé le gouvernement syrien d'avoir trahi ses engagements en n'entrant pas pacifiquement dans Soueïda. Il a donc appelé à résister à cette campagne barbare des forces de sécurité. Et c'est dans ce contexte qu'Israël est intervenu, mais alors comment Israël justifie justement cette intervention? Ce mercredi, l'armée israélienne a d'abord bombardé le QG de l'armée syrienne et les abords du palais présidentiel à Damas, la capitale. Israël, qui affirme avoir visé une cible militaire dans la zone du palais, a menacé d'intensifier ses frappes si les forces gouvernementales ne se retirent pas de Soueïda. En fait, Israël affirme vouloir protéger les Druzes alors qu'environ 150 000 Druzes vivent en Israël, principalement en Galilée, une région au nord de l'État hébreu. Les Druzes qui vivent en Israël sont intégrés dans la société israélienne et servent dans l'armée, parfois dans des unités d'élite. Leur chef spirituel en Israël, Sheikh Mouafak Tarif, est un proche allié du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon des sources proches de Sheikh Tarif, citées par le média israélien Haaretz, il aurait réclamé une intervention militaire contre les troupes syriennes. Et puis il faut savoir que plus globalement, depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a intensifié ses gestes de rapprochement envers les Druzes de Syrie. Le pays leur a notamment fait parvenir de l'aide humanitaire et a permis à des dignitaires religieux druzes de venir en pèlerinage en Israël, malgré le contexte de guerre entre les deux pays. L'hostilité entre Israël et la Syrie s'explique en grande partie par le différend autour du plateau de Golan, un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967 et annexé par Israël en 1981. Une grande partie de la communauté internationale ne reconnaît pas cette annexion par Israël et elle est donc considérée comme illégale. En tout cas, en se rapprochant de la communauté druze, Israël cherche aussi à se garantir un allié pour mieux sécuriser sa frontière nord, notamment avec la Syrie, afin d'éviter une présence militaire hostile à sa frontière. Mais alors, quelle est la situation maintenant? Alors que la Syrie a d'abord condamné mardi, je cite, l'agression israélienne traîtresse, affirmant son droit à défendre son territoire, le président syrien, Ahmed al-Shara, a finalement annoncé ce jeudi qu'il confiait le maintien de l'ordre à Soueïda à des factions locales druzes. Un nouveau cessez-le-feu a été conclu ce mercredi à Soueïda, après l'échec d'une première tentative la veille. L'objectif affiché, c'est d'éviter une guerre ouverte avec Israël, selon les mots du président syrien, qui accuse Israël d'avoir aggravé la crise. Dans une allocution télévisée, le président syrien a salué l'intervention de médiateurs américains, arabes et
turque, sans en préciser les détails. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, avait déjà appelé à une désescalade rapide et à un retrait syrien, tandis que l'Union européenne et l'ONU ont dénoncé les frappes israéliennes. Concrètement, l'accord lu à la télévision par un chef religieux druze prévoit que la province reste intégrée à l'État syrien, mais que la sécurité soit assurée par les autorités locales druzes. Le ministère de l'Intérieur syrien a confirmé le retrait progressif des troupes. De son côté, la présidence syrienne a promis de punir les auteurs des violences survenues à Soueïda, où les forces gouvernementales et leurs alliés ont été accusés d'exécutions sommaires par des ONG, des témoins et des groupes druzes, les qualifiant d'actes honteux. La situation reste donc très fragile, on suivra ça, et avant de laisser la parole à Léa pour les actualités en bref, tant qu'on parle de la situation au Proche-Orient, je voulais aussi parler du bombardement israélien sur l'église de la Sainte Famille, la seule église catholique dans la bande de Gaza ce jeudi. Le bombardement a tué 2 personnes et fait plusieurs blessés, dont le curé, selon le patriarcat latin de Jérusalem. Des dommages ont aussi été causés au bâtiment. De son côté, l'armée israélienne a affirmé ne jamais cibler intentionnellement les sites religieux ou civils et a indiqué examiner attentivement cet incident. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a dénoncé une frappe inadmissible. De son côté, le pape Léon XIV s'est dit profondément attristé. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'Union européenne, a présenté ce mercredi le budget le plus ambitieux jamais proposé selon sa présidente Ursula von der Leyen. Ce projet de budget pour la période 2028-2034 s'élève à 2000 milliards d'euros. À titre de comparaison, le budget 2021-2027 est de 1200 milliards d'euros, complété par un plan de relance exceptionnel de 800 milliards pendant la crise du Covid-19. Alors dans le détail, la Commission propose de consacrer 410 milliards d'euros à la compétitivité de l'Union européenne, 300 milliards au soutien des revenus agricoles et 100 milliards à un fonds spécial pour l'Ukraine. Le texte doit désormais être négocié entre les États membres, le Parlement européen et la Commission dans un délai de 2 ans. L'Allemagne a déjà exprimé son opposition, jugeant cette hausse inacceptable à l'heure où tous les États membres font des efforts considérables pour consolider leurs budgets nationaux. Du côté de la France, le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a qualifié la proposition de la Commission d'ambitieuse. Deuxième actu, après 40 ans de détention en France, le militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah pourra sortir de prison le 25 juillet, a annoncé la Cour d'appel de Paris ce jeudi. Il est considéré comme l'un des plus anciens détenus de France. La Cour a également ordonné son expulsion immédiate vers le Liban, son pays d'origine, qui réclame sa libération depuis des années et se dit prêt à l'accueillir. L'homme de 74 ans avait été condamné en 1987 à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat de 2 diplomates, un américain et un israélien, en 1982 à Paris. A noter que Georges Ibrahim Abdallah est théoriquement libérable depuis 25 ans, mais ses nombreuses demandes de remise en liberté ont toujours été rejetées. Les États-Unis, partie civile au procès, se sont systématiquement opposés à sa libération. La raison notamment, c'est qu'il n'a jamais reconnu sa participation directe aux assassinats, qu'il qualifie d'actes de résistance contre l'oppression israélienne et américaine. En tout cas, le tribunal d'application des peines, puis la cour d'appel, se sont prononcés pour sa libération à quelques mois d'intervalle. Ils estiment que la durée de sa détention est disproportionnée par rapport aux crimes commis. Troisième actu, la France a mis fin à sa présence militaire permanente au Sénégal ce jeudi après 65 ans. Concrètement, les dernières installations militaires françaises au Sénégal ont été officiellement restituées à l'État sénégalais ce jeudi lors d'une cérémonie à Dakar, la capitale. Ça marque donc la fin des éléments français au Sénégal, composés d'environ 350 militaires chargés de coopérer avec l'armée sénégalaise. C'est aussi la fin de toute présence militaire française permanente en Afrique de l'Ouest et centrale. En fait, la présence permanente française au Sénégal date de 1960, année de l'indépendance du pays. Alors ce retrait n'est pas une surprise puisque le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait annoncé en novembre 2024 le retrait de toute présence militaire française et étrangère sur le sol sénégalais au nom de la souveraineté nationale. Le retrait progressif de la France avait débuté en mars. Les 2 pays ont assuré que la coopération militaire se poursuivrait sous une nouvelle forme dans le cadre d'un partenariat rénové. Depuis 2022, la France a également mis fin à sa présence militaire permanente au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et au Gabon. Quatrième actu, un immense incendie s'est déclaré ce mercredi sur la scène principale du festival belge Tomorrowland, 2 jours avant son ouverture au public. L'événement, qui est l'un des plus grands festivals de musique électronique au monde, a lieu dans la commune de Boom, au nord du pays. Selon les médias belges, l'incendie serait lié aux dispositifs pyrotechniques intégrés au décor, comme les feux d'artifice. Après avoir consumé l'intégralité de la scène principale, les flammes se seraient propagées à un bois voisin du site du festival. Alors il n'y a eu aucun blessé et les organisateurs
organisateurs ont décidé pour l'instant de maintenir l'événement qui doit se dérouler sur 2 week-ends d'affilée. La seconde partie du festival se tiendra, elle, du 25 au 27 juillet prochain. 5e actu, le plus gros fragment de la planète Mars jamais découvert sur Terre a été vendu aux enchères ce mercredi pour 5,3 millions de dollars, soit environ 4,5 millions d'euros, a annoncé la maison Sotheby's. L'acheteur, qui est resté anonyme, a acquis la pièce à New York. Le morceau est plus gros qu'un ballon de football et il pèse plus de 24 kilos. Il aurait été trouvé en novembre 2023 par un chasseur de météorites dans la région d'Agadez au Niger. Il a ensuite été authentifié par un laboratoire spécialisé. Selon les experts, ce fragment serait arrivé sur Terre après qu'un astéroïde a violemment percuté Mars, projetant des débris dans l'espace. A noter que plusieurs scientifiques regrettent que l'objet ne rejoigne pas une collection publique, comme celle d'un musée, au lieu d'être détenu par un particulier. Et on finit avec cette actu. En France, les femmes ont en moyenne leur premier enfant à l'âge de 29 ans, soit 5 ans plus tard qu'en 1974, selon une nouvelle étude de l'INSEE publiée ce mercredi et qui porte sur l'année 2023. Entre les années 1970 et la fin des années 1990, ce recul s'expliquait surtout par la généralisation de la contraception, l'allongement des études et la progression de l'emploi des femmes. Aujourd'hui s'y ajoutent des facteurs économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui peuvent inciter à retarder la décision d'avoir un enfant. Cette tendance, elle affecte aussi la naissance du deuxième enfant. En 2023, les femmes avaient en moyenne 31,6 ans pour leur deuxième, soit 4,8 ans de plus qu'en 1967. Le phénomène concerne l'ensemble de l'Union européenne. En 2023, l'âge moyen à la première naissance était de 29,8 ans dans les 27 États membres, avec de fortes disparités selon les pays. C'est l'Italie qui détient le record avec un premier accouchement à 31,8 ans en moyenne, soit presque 5 ans plus tard qu'en Bulgarie. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version newsletter, donc à l'écrit, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.